Bonjour, bonsoir. 5 mars 2013, 5 mars 2014, il y a un an, jour pour jour, Hugo Chavez, El Comandante, ex-président du Venezuela, quittait donc ce monde. Ce jour, le monde, ou tout au moins le Venezuela et Caracas, est en fait, que doit-on retenir au sujet de ce chantre de la révolution en Amérique latine, une révolution en phase avec le continent africain, lorsqu'on sait qu'Hugo Chavez avait fait un testament pour le développement de l'Afrique. Encore ce soir aussi, on va réfléchir sur le trouble jeu que joue l'Espagne en Afrique, mais naturellement aussi, on va s'aventurer dans les questions de la gestion du pétrole. Qu'est-ce qui arrive à Tradex, cette entreprise citoyenne africaine qui aujourd'hui est presque malmenée sur la base d'un contrat dûment signé par l'Union africaine et notamment l'Organisation des Nations Unies. On ira aussi voir la question du Boko Haram, un chef traditionnel dans le Cameroun, donc pays de l'Afrique centrale, est pratiquement en état d'arrestation. Il servait de complicité dans le réseau Boko Haram et la prise d'otages. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Afrique Média. Nous sommes au cœur du monde, au cœur de l'actualité. Le monde, c'est nous. Cette émission spéciale veut rendre un hommage à Hugo Chavez, mais il est question aussi de retourner les problématiques de développement en Afrique. Et pour cela, j'accueille sur ce plateau un géostratège, Charles Silenou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Et voilà, bonne commémoration pour le premier anniversaire du décès de Hugo Chavez. Alors, Caracas, certainement, on pourra voir au cours de cette émission Michel Colomb. On rappelle que c'est un anti-impérialiste et il est, je dois le dire ainsi, que c'est un confrère, mais il a fait beaucoup de recherches. Il a écrit, vous avez un livre qu'il a commis sur les 7 péchés d'Hugo Chavez, le 7e péché étant celui selon lequel, selon Michel Colomb, Hugo Chavez a défié la première puissance du monde, à savoir les États-Unis d'Amérique. On va en parler tout à l'heure. Vous me permettez d'accueillir à l'extrême droite Paul King. Paul King, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert, une fois de plus, merci de nous convier à ce débat spécial sur Afrique Média. Ce débat qui met en parallèle comme ça les questions de mutation et de changements sociopolitiques et même économiques en Amérique latine, en rapport avec l'Afrique, en Amérique latine, avec le Venezuela. Oui, tout à fait, parce que l'Amérique latine, avec des pays comme le Venezuela et bien d'autres, dans le même sillage des pays africains, nous subissons les mêmes péripéties et depuis certain temps, à cause des Occidentaux qui veulent absolument imposer le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, quand il faut piller vos matières premières, vous n'avez qu'à acquiescer, vous n'avez même pas le petit doigt à lever pour dire non, permettez-moi au moins de négocier le prix avec vous. Voilà pourquoi Hugo Chavez est tombé les armes entre les mains. Les armes à la main, mais l'on sait qu'il a laissé comme ça un testament pour le continent africain, un testament qui avait été lu lors du sommet donc de la réunion Afrique-Caraïbes-Pacifique en Guinée équatoriale. Et on note aussi que ce testament avait été lu là-bas par une volonté manifeste du président équato-guinéen qui, comme on le sait, est panafricaniste jusqu'au bout des ongles. Patient parfait, donc bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les panélistes de ce soir, bonsoir à tous nos valeureux techniciens, bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à toute l'Afrique, mais cette Afrique souffre quand même. On va parler là de la gestion du pétrole et l'on sait qu'aujourd'hui, une entreprise citoyenne africaine, Tradex, installée en Centrafrique, est pratiquement malmenée par l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, sous la base d'une entreprise française Total qui a repris pratiquement le marché, ou qui est en train de reprendre le marché. Ça tombe très bien. Je pense que nous assistons à ce que j'appelle les véritables travaux pratiques de la colonisation ici chez nous en Afrique. Avec la crise centrafricaine, les gens nous avaient taxés d'anti-français de manière viscérale. Aujourd'hui, se rendent bien compte que la France est venue uniquement en Centrafrique pour essayer de défendre ses intérêts premièrement, mais aussi
pour essayer de faire même bas sur les richesses françaises. Mais là où le bas blesse, là où c'est vraiment regrettable, c'est que même les contrats qui avaient été dûment signés par une société comme Tradex sont en train d'être remis en question seulement à cause de la boulimie extrême de la société Total et des Français qui veulent enlever ce marché à cette société vraiment qui essaie de faire honneur à l'Afrique en essayant de démontrer que les Africains aussi sont capables de gérer de telles sociétés pétrolières et d'être compétitifs autant que les sociétés occidentales. Donc là, nous sommes au cœur vraiment du débat, le débat qui est la place de l'Afrique par rapport aux appétits hors normes de la France dans notre continent. Appétits hors normes, surtout lorsqu'on doit préciser sur ce dossier que le réseau pétrolier centrafricain avait pratiquement été abandonné par Total, récupéré par Tradex qui l'a viabilisé. Alors, Noa Sadio, le sage d'Afrique, y a-t-il encore matière aujourd'hui à douter de ce qu'il y a comme une justice à double vitesse dans cette affaire? C'est même pas. C'est pire que même une injustice. C'est pire qu'une injustice. Tradex, c'est une société qui est née quand un président d'un pays d'Afrique centrale a eu la magnifique idée de délocaliser, de ne plus donner le monopole des hydrocarbures à une société qu'on appelle Total, qui est française. Et vous savez que Total, c'est presque la mère, le père des scandales en Afrique. On se l'appelle Laurent Douma et c'est une histoire avec son amant. Beaucoup de choses sur Total. Mais Total était seul presque en Afrique. Vous savez, les Seychelles sont partis. D'autres sont partis. All Libya même qui était là, qui était une société d'origine africaine, était en train de disparaître parce qu'ils ont tué Kadhafi. Heureusement, le président du pays qu'on appelle le Cameroun a eu la géniale idée de permettre aux nationaux, à des groupes supranationaux de se concerter et de faire des sociétés, d'où la naissance de Tradex. Comprenez comme un petit nain dans l'empire des géants. Finalement, Tradex a fait son bonhomme de chemin. On nous disait qu'il est devenu une société pratiquement africaine. On nous disait qu'il a une huile qui était parmi les meilleures huiles traitées pour les gens qui ont des voitures. Voilà Tradex qui fait son bonhomme de chemin, mais il va à Centrafrique, où les Français n'avaient même pas l'idée de voir que peut-être ce monsieur va devenir ce qu'il est aujourd'hui. D'abord, vous voyez le problème de gaz dans ce pays toujours. Tradex s'est lancé dans le gaz. Il a fait un travail colossal. Ce pays que je fréquente de temps en temps n'avait plus de pénurie dans ce domaine. Vu la performance, avec les bouteilles de Tradex, tu sais même la quantité qui te reste. Quelle performance. Aujourd'hui, ce Tradex a eu à travailler avec FOMAC, puisque la Centrafrique était toujours dans des tourmentes. Ils ont osé, malgré les tourmentes, entrer dans ce pays. Ils ont créé des emplois. Les jeunes centrafricains sont dans les pompes. Ils travaillent. Ils ont travaillé avec la FOMAC. Ça a été une performance que tous les responsables de la FOMAC reconnaissent. Alors, on va en débattre tout à l'heure parce que ça s'appelle la gestion du pétrole. Le pétrole africain attise beaucoup d'appétit. On va y voir clair tout à l'heure dans cette affaire qui s'appelle déjà affaire Tradex Total. Robert Simon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les consultants, bonsoir à tous les panafricanistes qui nous regardent à travers le monde et bonsoir à tous les gens qui nous sont fidèles. Alors, affaire Total Tradex, ou devrait-on dire Tradex Total, parce que c'est Tradex qui est en premier et qui avait les installations et qui a remis les installations en place en Centrafrique. Non, je pense, Hubert, il faut qu'on aille au-delà du bavardage. Moi, j'ai toujours prôné ici le boycott de tous les produits français, à commencer par ces voyous qu'on appelle Total et le reste. On peut bavarder. Si on bavarde et demain on se trouve devant les stations Total, ça veut dire qu'on ne veut trouver aucune solution à ce problème. Il s'agit d'une révolution panafricaine pour dire aux Français
de nous foutre la paix partout en Afrique. Et si on ne commence pas par boycotter pour leurs produits, vous ne pouvez pas être tout le temps en train de crier, dire oui, ils nous font ceci, ils nous font ça. Et demain matin, on se retrouve devant leur pompe pour prendre l'essence. Je dis, c'est pas possible. Avec toutes les sociétés. Quoi, vous voulez dire quoi concrètement? Il faut boycotter. Il faut cesser de consommer les produits Total. C'est tout. C'est la seule solution. Tous les produits que ces Français viennent vendre ici, il faut boycotter. Parce qu'on a les capacités de faire la même chose. Et avec des sociétés comme Tradex et le reste que je ne peux pas citer ici, on a les moyens de résoudre les problèmes de la Total et toutes les autres sociétés qui fonctionnent comme ça. Parce que c'est sincèrement des sociétés esclavagistes. Je prends le cas des sociétés qui font dans la téléphonie. Mais voyez leur comportement. C'est de l'esclavage. On va rester avec le pétrole, on va parler de ça abondamment tout à l'heure. Patrick Sapak, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bien-aimé Hubert Poudi, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir au monde. Et je n'ai pas oublié tout le savoir-faire des techniciens qui nous accompagnent dans ces éditions spéciales. Alors, c'est une nouvelle édition où il faudra courageusement promouvoir la légitimité et le droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Et c'est une mission suffisamment herculienne pour que lorsque l'on n'a pas la tête pour réfléchir, il faudrait qu'on se serve de ses pieds pour suivre. Alors, pour suivre justement, pratiquement une histoire qui n'est pas banale, encore moins négligeable, c'est cette histoire de ce chef traditionnel dont on refuse de donner le nom jusqu'à présent, qui a été arrêté de l'autre côté de l'extrême nord et qui pratiquement a été gardé à vue et qui a été conduit de Kousséri pratiquement à Yaoundé, la capitale politique camerounaise, et qui est à l'état d'arrestation. La cause, c'est que c'est un chef traditionnel qui servait de complicité au réseau Boko Haram. Oui, la complicité active et engagée des chefs traditionnels est établie depuis lors. Mais cela se passe bien évidemment avec la complicité aussi de certaines autorités camerounaises, notamment des ministres, et aussi celles en charge de la sécurité. Et donc cette énième arrestation, parce que ce n'est pas la première fois que cela se produit, vient simplement confirmer le fait que le Cameroun est sur des braises et que beaucoup de Camerounais sont très préparés à aider ces occidentaux, ou alors si vous voulez ces africophobes, à venir faire la main basse sur le pays. Et donc ce monsieur a été appréhendé hier par les forces de sécurité camerounaises et directement convoyé sur Yaoundé. D'ici la fin de l'émission, nous allons délivrer son identité et pour que tous les chefs traditionnels qui devraient normalement être les dépositaires de la culture camerounaise puissent arborer le costume du nationalisme, du patriotisme, de la philanthropie en un mot, ou de la solidarité. Et donc c'est ce dont peut rêver tout Camerounais bien normalement constitué. Maintenant, il va falloir épiloguer justement sur les meilleurs des rouages intimes de cette complicité qui s'établit entre ces chefs traditionnels, les autorités politiques et les autorités en charge de la sécurité au Cameroun. Et vous ne partez pas parce que je vous retiens en accueil sur un des sujets. Il y a cette histoire de l'Espagne qui prend beaucoup plus de terrain en termes de déstabilisation. Bien, nous allons l'expliquer tout à l'heure de fond en comble. Vous savez qu'on avait annoncé sur ce plateau que le président Obiangema Bazogo était sur le viseur pour pouvoir être déstabilisé, que la Guinée équatoriale soit déstabilisée, bien évidemment, en passant par son renversement. Ce plan continue d'être d'attaque et à l'heure qu'il est, je vous annonce que nous avons reçu une dépêche sous anonymat d'un émissaire du gouvernement espagnol qui nous a demandé d'essayer de l'arrêter, c'est-à-dire de boucler, ne plus parler des choses qui se préparent, parce que ça fait partie du système international. Nous devons faire attention par rapport à la communication que nous sortons vis-à-vis de toute la construction. Vous comprenez la construction du monde sur la base de la perfidie, sur la base de l'extraversion. Il faudrait que Afrique Média y participe. Et donc, nous allons déployer tout à l'heure, en se souvenant de tout ce qui s'est passé depuis 2003, où Severino Moto s'est mis en intelligence avec Simon Mann, c'est-à-dire ce Britannique-là qui est expert des questions africaines, mais aussi capable d'organiser des grandes interventions sur le plan militaire. Donc, tout ceci va être expliqué et il faut savoir que le plan qu'on avait déjoué au niveau du Gabon, c'est cela qui a poussé justement ces autorités espagnoles, puisqu'elles étaient déshabillées dans cette visée machiavélique, à comprendre que ça va être très difficile. Et donc, tout de suite, je vais me faire le devoir d'expliquer à la conscience africaine ce qui se prépare davantage. C'est tout de suite, comme vous l'avez dit, et je tente d'aller à Yaoundé, je ne sais pas, François Bikora, avec la complicité de la régie. On me signale qu'il n'est pas encore là, alors réclame avec la complicité de la régie. On va revenir tout à l'heure, on parlera du Venezuela.
Le Venezuela avec Hugo Chavez. Premier anniversaire de la mort d'Hugo Chavez. L'édition est consacrée à cela aussi. Mais on va d'abord prendre cette réclame. À tout de suite. Maman, la moustique m'a encore piqué. Oh ma fille, je ne sais vraiment plus comment faire avec ce problème de moustiques dans cette maison. Et le palu que ça donne tout le temps. J'ai trouvé enfin la solution la plus efficace à notre problème de moustiques. Stop moustiques. Merci papa, j'ai très bien dormi aujourd'hui. Sans moustique, grâce à ça. Eh oui, Stop Moustique est très efficace, non toxique, pas d'odeur, pas de fumée et aucun risque d'incendie. Stop Moustique est disponible dans les boutiques, supermarchés et pharmacies. Stop Moustique, profitons-en. Qui était Hugo Chavez El Comandante? Quels sont les 7 péchés capitaux qu'il a commis? Quel a été l'impact de son œuvre en Amérique latine et surtout au Venezuela? Et quels peuvent être aujourd'hui, à travers cette action, les pôles de référence? Voilà un peu ce que nous allons tenter de décrypter au cours de la première partie de cette émission. Je me tourne d'abord vers vous, Charles Silénou. Qui était Hugo Chavez? Hugo Chavez, c'était donc ce Sud-Américain-là qui est arrivé au pouvoir en 1999 au Venezuela et qui a trouvé une situation catastrophique au niveau social. Donc en matière d'éducation, c'était la catastrophe. Avant son arrivée, les 2/3 des Vénézuéliens n'avaient jamais vu un médecin, par exemple. On avait près de 2 millions d'analphabètes dans le pays. Et c'est cet Sud-Américain-là qui est amoureux des combats, n'est-ce pas, de Simon Bolivar, qui prend le pouvoir avec ses amis et qui met en place la révolution bolivarienne et qui, en moins de 15 ans, a révolutionné pratiquement toute l'Amérique latine. Donc toute l'Amérique latine. Donc au niveau de l'éducation, les résultats sont épatants, reconnus par les organismes internationaux comme l'UNESCO. Au niveau de la santé, le résultat est d'ampleur, notamment aidé par une batterie de plus de 30 000 médecins cubains. Au niveau de l'éducation, on ne compte pas le nombre d'écoles, le nombre d'universités de haut niveau qui ont été créées. Voilà, l'analphabétisme qui a été totalement vaincu en moins de 3 ans. Et voilà. Donc c'est aussi ce chef d'État-là qui a décidé la mainmise du peuple vénézuélien sur les richesses du pays, notamment en prenant le contrôle de la société pétrolière et en mettant, n'est-ce pas, les ressources naturelles, notamment le pétrole, à la disposition du pays pour aider à une révolution sociale, pour aider à régler les problèmes fondamentaux de l'éducation, de la santé, et voilà, de l'agriculture et de l'alimentation. C'est ça Hugo Chavez. Hugo Chavez, c'est aussi celui qui a poussé à la création du CELAC, donc la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, qui est un peu le pendant de l'Union africaine en Amérique latine, mais qui, contrairement à l'Union africaine, est une structure qui est en train de faire ses preuves, qui est en train de défendre les peuples, qui est en train de gagner la souveraineté des peuples en Amérique latine et qui est un modèle pour l'Union africaine. Hugo Chavez, c'est aussi celui qui devrait être un modèle, parce que l'Union africaine tire quand même l'Afrique, je me permets de le dire, vers le bas. Oui, je dis, ce que fait le CELAC en Amérique latine devrait être un modèle pour l'Union africaine. C'est-à-dire l'Union africaine devrait aussi regarder de ce côté pour voir ce que font les Sud-Américains au lieu de passer le temps à prendre l'argent des Occidentaux, n'est-ce pas, pour tromper les peuples africains. C'est ce que je veux expliquer. Donc Hugo Chavez, c'est celui qui a aussi impulsé la création de l'ALBA, n'est-ce pas, cette organisation, n'est-ce pas, qui lutte contre une autre organisation, mais créée sous l'égide des États-Unis, là-bas en Amérique latine. Hugo Chavez, c'est aussi celui qui a œuvré pour la création de Telesur, qui est le pendant de CNN en Amérique latine, pour essayer de gagner la bataille, n'est-ce pas, de l'information, pour essayer de combattre les médias mensonges. Hugo Chavez aussi
Vous voyez, c'est beaucoup son œuvre. C'est celui qui a aidé à créer, n'est-ce pas, une structure, comment dire, une organisation, une banque d'Amérique du Sud qui est aussi le pendant pour combattre les abus du FMI et de la Banque mondiale. Donc, il y a une devise qui s'appelle le sucre et qui fonctionne. Donc, si l'Afrique coopère correctement avec nos frères d'Amérique latine, il n'est pas impossible qu'un État africain, en attendant mettre notre propre banque africaine, n'est-ce pas, ce que Kadhafi voulait impulser et qu'on a arrêté net, en attendant mettre tout cela en place, ben, un État africain pourrait très bien s'adresser, n'est-ce pas, à l'Amérique du Sud pour solliciter un crédit, un peu comme on va à la Banque mondiale. Donc vous voyez les œuvres d'Hugo Chavez, il faudrait plus qu'une émission pour énoncer. Je crois qu'on va y revenir. En tout cas, on va revenir à vous tout à l'heure. Patient, parfait homme, Hugo Chavez, l'œuvre est abondante, mais il puisait où? On cherche quand même à savoir où est-ce que cet homme-là a puisé pour s'élever de cette manière. Très bonne question, Hubert Tondi. Hugo Chavez, pour faire un peu bref, en fait, c'est le fruit, n'est-ce pas, d'une grande époque de lutte, n'est-ce pas, des pays d'Amérique latine contre ce que j'appelle la domination des États-Unis à travers son bras armé qui était ce service de renseignement qu'est la CIA sur les populations sud-américaines et l'Amérique latine en général. Oui. Avec votre permission, ça c'est très important. On va aller d'abord au Cameroun pour aller prendre M. Justin. Justin, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. Bonsoir, monsieur Etoudi. Bonsoir, monsieur Simo. Bonsoir à tous les panélistes. Voilà, je voudrais intervenir là, mais pas directement concernant le Venezuela, mais ça a quand même un petit rapport parce que il y a l'un des panélistes qui a parlé, le spécialiste du Venezuela. Là, hier, il est intervenu là. Il a parlé de la conférence qui devait avoir lieu à l'Université de Douala. Bon, tout à l'heure, lorsqu'il parlait là, il a parlé du Venezuela. Et il a parlé de, je peux dire, la révolution que Hugo Chavez a eu à faire concernant le contrôle du pétrole vénézuélien. Bon, ceci me rappelle quelque chose. Hier, j'ai appelé là à l'antenne, je voulais intervenir, mais je n'ai pas pu parce que la communication n'était pas bonne. Je voulais mettre, c'est-à-dire faire une petite remarque. Il y a M. Sapak et Mme Efaka qui ont eu à parler hier concernant de la réserve pétrolière qu'il y a dans le golfe du Guinée. Et ils ont avancé les chiffres de quelque chose de 64 milliards de barils. Mais je me demande si vraiment ils ont eu à faire peut-être des recherches avant d'avancer ce chiffre. 60 milliards de barils, ça ne vaut rien. Justin? Rendez-vous compte, un baril, c'est 158 litres. Oui. Et quand on prend un pays comme le Venezuela, en Afrique, il y a 4 pays, je crois, qui appartiennent à l'OPEP, les pays producteurs du pétrole. Et pour appartenir à cette organisation-là, il faut avoir un quota. C'est-à-dire, on vous dit qu'il faut produire au moins 1 million de barils par jour. Si on dit qu'un pays produit 1 million de barils par jour, en une année, en 3 ans, ça fait déjà 1 milliard de barils. Vous croyez que la réserve du Golfe du Guinée peut être seulement de 64 milliards, monsieur et tout? Alors, on va peut-être rectifier cette affaire. On va peut-être rectifier cette affaire, Justin. Je crois que la régie va me permettre de le faire et vous relancer parce qu'on ne vous retire pas la parole. Il faut rectifier que le chiffre donné, c'est 24 000 milliards de barils. Donc, peut-être vous avez suivi 64. Ça veut dire qu'il y avait manifestement des questions de réseau et de communication hier. Donc, vous revenez, le chiffre c'est cela, 24 000 milliards de barils. Justin, on sait que vous êtes un bon intervenant et fidèle téléspectateur d'Afrique Média, donc vous allez revenir tout à l'heure.
Patient Parfait d'homme, vous parliez de cette affaire, de cette hégémonie américaine. Complètement sur tous les pays d'Amérique latine, c'est-à-dire que pratiquement du Mexique jusqu'au Brésil. Pratiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que, comme nous étions en pleine guerre froide, les États-Unis d'Amérique ont laissé prospérer dans cette ère-là des régimes qui leur étaient acquis, mais qui avaient ceci de spécifique, qu'ils avaient à leur tête des dictatures qui ne permettaient pas au peuple de ces pays-là d'avoir une moindre espérance pour pouvoir espérer en ce qui concerne les droits de l'homme et la capacité pour ces peuples-là de pouvoir eux aussi avoir voix au chapitre. Conséquence, tous les gros dictateurs pratiquement du XXe siècle se retrouvent pratiquement dans ces régions. Que ce soit au Guatemala, que ce soit à Salvador, que ce soit au niveau de Paraguay, etc. De Nicaragua, nous avons eu des dictateurs surréalistes comme des Stroessner, mais ce qui est très grave encore, beaucoup de ces dictatures étaient soutenues par des anciens nazis au vu au-dessus de tous, et les États-Unis d'Amérique l'ont toléré. Vous savez très bien que M. Klaus Barbie, à un moment donné, a séjourné dans l'un de ces pays-là. Bon, ce qui s'est donc passé, c'est que le peuple d'Amérique latine, victime de cet apartheid et ce nazisme qui ne dit pas son nom, à un moment donné, ont commencé à prendre exemple sur ce qui s'était passé à Cuba. Je vous rappelle que dans le propos cubain qui a permis à M. Fidel Castro de prendre le pouvoir, il y avait déjà des Vénézuéliens dans les troupes de M. Fidel Castro. Donc l'ensemble de ces pays-là, les jeunes générations qui étaient pour la plupart même, les enfants d'une certaine bourgeoisie, se sont révoltés contre cet ordre établi par les États-Unis d'Amérique et ont commencé à former des groupes de révolution et de guérillas pour combattre les systèmes qui étaient en place. C'est dans ces pays-là qu'on trouve la plupart des guérillas qui ont vraiment fait de véritables coups de feu au XXe siècle, que ce soit le Front Farabundo Martyr de Libération, les sandinistes, le Santé du Munet, etc., etc. Donc, progressivement, ces régimes-là, surtout ceux qui ont pu se muer en parti politique, avaient une base sociale, un socle sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour prendre facilement le pouvoir. Donc, Hugo Chavez n'est que la conséquence de cette grande ébullition, de cette mouvance-là, révolutionnaire, qui est née des abus, c'est-à-dire que c'est diamétralement opposé, des abus que le système dictatorial qui avait été mis en place par la CIA et les États-Unis avait pris corps au niveau de l'Amérique latine. Ce qui est important, c'est que quand Chavez prend le pouvoir, il part directement à Cuba, il fait allégeance à Fidel Castro, qui était quelqu'un qui avait combattu les États-Unis depuis fort longtemps et dont les États-Unis ont essayé d'évacuer à plusieurs reprises. Vous vous souvenez de l'épisode de la baie de Cochon. Bon, donc, et de là, Hugo Chavez est revenu au Venezuela et a commencé tout ce que M. Silone vient de nous expliquer là, à les mettre en pratique. Il a donc, dans un premier temps, Chavez n'était pas du tout un rouge vif, si on peut l'appeler ainsi. Mais après, avec l'accord, avec l'aide de la CIA, de l'Église catholique, il faut insister là-dessus, des propriétaires terriens, ils ont monté un coup pour essayer de renverser Chavez. Et qui a sauvé Chavez? C'était le peuple vénézuélien qui est descendu dans la rue et a dit: tant que Chavez ne revient pas au pouvoir, ce pays sera bloqué pour toujours. Donc, plus de panique, on était obligé de le ramener au pouvoir. C'est à ce moment qu'il a donc posé l'acte majeur, qui a été la nationalisation de la compagnie pétrolière vénézuélienne. Et à partir de ce moment-là, il avait donc maintenant assez de moyens pour essayer de mettre en pratique, n'est-ce pas, sa politique qui consistait, 1, à rendre l'éducation gratuite, 2, à faire repousser l'analphabétisme, 3, à insister au niveau des soins de santé qui sont aussi presque gratuits. Donc, Chavez est tout simplement le produit ou bien la résultante de ce qu'une dictature aidée par les États-Unis d'Amérique peut produire sur des peuples qui souffrent et qui, à un moment donné, il suffit qu'ils aient une petite lueur, sont capables de faire vraiment, donner le meilleur d'eux-mêmes et renverser complètement la vapeur pour qu'eux aussi aient une place au soleil. Merci, parfait patient. Donc avec vous, on comprend dans cette trajectoire historique qu'il y a la souveraineté, c'est les peuples qui détiennent. C'est les peuples qui détiennent la souveraineté. Alors, Robert Simon, c'est un peu gênant de voir qu'un peuple comme celui-là est sorti dans la rue pour réclamer un président et que parfois des peuples, si on fait le parallèle avec l'Afrique, c'est pas pour amener des gens à se soulever, c'est pour dire que parfois les peuples sont tranquilles alors que leur souveraineté est bafouée. Non, en réalité, voilà le genre d'histoire
qu'on ne peut pas raconter aux enfants africains. Voilà les genres de cours qu'on ne peut pas donner dans nos écoles, dans nos universités. Les colons vont s'arrêter tout le temps pour nous donner des histoires qui n'ont aucun rapport avec quelque chose qui peut être le progrès pour l'Afrique. Je pense que en ce moment où on a un média comme Afrique Média, il faudrait qu'on ouvre des débats comme ceci pour informer, éduquer les Africains sur les fondamentaux d'une révolution, pas populaire, mais d'une révolution tranquille pour pouvoir chasser ces colons qui, pendant des années, ont mis en place un système pour détruire notre souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est très important. Il ne faudrait pas perdre de vue que chaque fois qu'on aurait oublié un seul instant d'informer la population, nous aurons une très grosse part de responsabilité dans la destruction de l'histoire. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Et je voudrais dire d'ailleurs, la population participe parce que là, il y a des numéros au bas du petit écran. Pour ceux qui, on rappelle, je reviens à vous, on rappelle qu'à Caracas, c'est une grande célébration qui a cours là-bas et qu'au niveau de l'Afrique aussi, vous savez, Hugo Chavez a laissé un testament pour l'Afrique. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là, enseigner peut-être le peuple africain. Je voudrais donc dire qu'au-delà de tout ce que les gens peuvent nous amener comme débit de boisson, tout ce qu'on peut créer pour divertir les gens, il faudrait qu'on mette en place des séminaires de formation pour rééduquer le peuple africain parce qu'il y a un déficit terrible en matière d'éducation, en matière d'information. Ce genre de radio-mensonge qu'on met en place pour déformer l'information, pour dénaturer l'information et conduire le peuple dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête, il faudrait qu'on arrête en changeant de manière de fonctionner. Parce que c'est l'éducation, c'est l'information, la vraie information qui est la base de la vraie souveraineté dans tous les pays. Parce que quand on n'a pas l'information, on ne peut rien construire de solide. C'est à partir d'une réelle information qu'on peut construire un peuple qui peut prendre son destin en main. Sans ça, on ne pourra pas changer. Et je me réjouis de voir que ce soit à partir d'un symbole comme Hugo Chavez, on peut développer plein de choses. Je parle de l'éducation. Je prends un cas. Voyons vous chutez par là. Voyez un peu en Afrique. Vous allez vous rendre compte que depuis un mois où on dit la décentralisation, je parle d'un cas comme ça de développement. Vous voyez des gens sur la route. Il y a plein d'accidents. Des voitures qui sont garées en pleine chaussée. Il y a des gendarmes dans des rues qui sont stationnés. Ils attendent seulement que les gens viennent leur donner l'argent. Ces gendarmes ont l'obligation, si les mairies étaient bien organisées, d'exploiter ces tronçons de route. Faire en sorte qu'on vienne enlever, que des camions, des équipements spéciaux viennent enlever ces camions quand il y a un accident, qu'on les enlève et qu'on paye. Qu'on les met dans un garage qui dépend de la communauté, d'une mairie. Qui paye un garagiste pour réparer et le monsieur qui est en charge de la voiture, ça rentrait de l'argent, ça créerait des emplois. Au lieu de ça, on passe tout le temps à tourner en rond. Il y a plein de choses à faire. Il faudrait qu'on commence à réfléchir sérieusement pour notre devenir. C'est de ça qu'il s'agit. Révolution sociale au Venezuela, mais révolution sociale même en Amérique latine. Parfait patient d'homme a évoqué une variable tout à l'heure, Noa Sadio, la religion. Que la religion a été même complice pour destituer Hugo Chavez et le chasser. Vous savez, le problème de Hugo Chavez, ça devait être un exemple pour beaucoup de pays africains. Vous vous rappelez Che Guevara. Ces latinos ont voulu nous mettre dans un sommet formidable. Si nos dirigeants d'alors n'avaient pas été, certains ont failli. Parce que Chavez a beaucoup aidé l'Afrique. Il a aidé le Mali. Ils me suivent, ils savent que je ne mens pas. Autant de ATT. Il nous a donné un crédit que les Maliens n'ont jamais eu de leur dominateur qui était leur colonisateur. Il était prêt à aider l'Afrique. Quand on me dit qu'il a laissé un testament pour l'Afrique, ça ne me surprend pas. Mon copanaliste à ma gauche a tout dit. Vous savez, Cher était venu aider l'Afrique pour les réveiller. Quand tu as ta destinée en main, les Blancs, les colons même reculent. Et l'Amérique ne connaît que la barbarie. Cher est parti, comment il s'appelle? Hugo Chavez est parti à Cuba, comme l'a dit M. Ndong. Les Cubains n'ont plus de problème de docteur. Donc vous savez, quand vous vous battez pour une cause juste, et comme il dit toujours souveraineté, lui et M. Sapak, la souveraineté avant tout. Et puis pour mener une révolution, il faut être discipliné. Quand j'ai est venu aider les Congolais, aujourd'hui qu'on appelle RDC, il a regardé, il a dit non, quand on veut faire aboutir à une chose, on oublie d'abord de chercher beaucoup les femmes. Il est retourné. Vous connaissez ce que Che Guevara voulait faire? Quand on veut aboutir,
Reprenez un peu ça. C'est une sagesse. Si vous voulez aboutir à la réalisation de quelque chose, oubliez d'abord de suivre les femmes. Parce que ça peut être un danger pour vous au moment où vous vous concentrez à cela. Attendez, ça veut dire qu'en RDC on suivait beaucoup de Non, femmes. il avait quelqu'un qu'il voulait aider. Mais quand il l'a regardé, je tairai les noms. Quand il voulait l'aider, il a vu son comportement vis-à-vis de la gente féminine. Il a rebroussé chemin. Ça, je vous le dis. Parce que j'ai beaucoup lu ces gens-là. Les gens qui nous suivent souvent font des amalgames. Ils te diront que nous sommes des serpents de mer. Je ne connais pas le serpent de mer. Je ne sais même pas comment il... Parce que je n'en ai jamais rencontré un. Nos problèmes, ici, c'est que nous avons été dominés par une race. Et si vous arrivez à Gorée, vous allez avoir la conscience de dire que ce n'est pas bon. Et je le répète ici, M. Etoundi, depuis des lustres. Vous êtes ici, M. Etoundi. Vous avez un autre frère. Vous êtes Hubert. Lui, il s'appelle Albert. Vous êtes même père, même mère. On vous met dans cette case. On met Albert ici. Vous parlez, parce que vous connaissez le patois. Mais au moment de la vente, Albert est parti au Brésil. Vous êtes parti aux États-Unis. Vos enfants, les enfants d'Albert, ne se connaîtront jamais. C'est la plus grande atrocité que ces gens... Ils ne nous aiment pas. Donc quand les autres dansent en croyant qu'ils nous aiment, ils se trompent. Qu'ils fassent un tour au Bénin ou à Dakar, là où il y avait les chars des bateaux ennemis. Les chars contre les bateaux ennemis. Je vous assure, on n'a pas assez de verbes pour dénoncer ce qu'ils ont fait. Nous ne sommes contre personne. Hugo Chavez était un homme d'équité, de justice. Si vous voyez les régimes sociaux qu'il a fait au Venezuela, c'est pourquoi le peuple a dit niet. Le peuple n'est pas con. Ils savent qui est pour nous et qui n'est pas pour nous. Admettons que vous avez une bonne bâtisse en face de quelqu'un qui croupit sous la pluie, qui tombe, il ne peut même pas avoir une tôle pour couvrir sa toiture. Hubert, est-ce que celui-là peut vous considérer? Vous avez une maison que vous avez construite, elle fait des milliards. Mais lui, il n'a même pas des planches assez pour se couvrir. Vous voyez, c'est les injustices comme ça que Hugo Chavez a dénoncé. Il faut être clair. Il les a dénoncés, le peuple a adhéré avec lui. Comme M. Parfendon dit, les Américains voulaient l'enlever avec leur CIA, mais le peuple a dit niet. Et quand le peuple dit niet, on n'y peut rien contre un peuple. C'est ça la volonté du peuple. Et Hugo Chavez avait l'adhésion de ce peuple. Et je vous assure, les Maliens, ils l'aimaient aussi beaucoup, parce qu'il avait commencé à vouloir aider l'Afrique, pour que l'Afrique se réveille, pour partager ce qu'il prônait du Venezuela avec les pays non nantis, qui sont les Africains. C'est des exemples à prôner et à enseigner. Enseigner. Alors, dernières interventions sur ce sujet. Hugo Chavez, pratiquement, les 7 péchés capitaux, c'est quoi, Charles Siline? Le dernier, d'ailleurs, c'est contre les États-Unis d'Amérique. Pour comment ce sont des péchés? Tout à l'heure, quand on faisait notre dernière conférence, parce qu'il faut dire que on vient de passer une semaine qu'on appelait la semaine Hugo Chavez, donc organisée par le cercle d'amitié Afrique-Venezuela que nous avons lancé. Donc on a fait toute une semaine avec une conférence qui a eu lieu à Tchang, aidée par Action Sociale, une conférence qui a eu lieu il y a 2 jours à Yaoundé 1 au cercle d'histoire avec le professeur Jean Koufan et le journaliste qu'on remercie. Qui ont lieu au voilà. Et une conférence que je viens de donner avec les autres tout à l'heure à l'université de Douala, plus précisément dans un collège accolé à l'université, faute de salle. Voilà, on a eu des jeunes qui étaient enthousiastes et on a vraiment parlé de ce que Hugo Chavez a fait. Et je voudrais remercier tous ces gens-là parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait tant d'engouement pour un monsieur comme ça. Parce que généralement, on ne parle pas de l'Amérique latine en Afrique. Alors, ce qui nous intéresse, je dois vous expliquer. Oui, tout à fait. Si j'ai rappelé ça, c'est parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure à la conférence. Pourquoi est-ce que moi j'explique qu'il a fait du bien et on appelle ça en même temps péché? C'est pas vous qui le dites, c'est Michel Colomb quand même qui écrit. L'ouvrage est en librairie depuis. Il a été publié pratiquement à l'édition Investigation. Investigation, couleur livre. Donc 7 péchés capitaux. Michel Colomb. De quoi est-il question? Oui, tout à fait. Moi, j'ai envie de définir les contours avant d'arriver sur les 7 péchés, sinon on ne va pas comprendre. Donc il faut expliquer clairement. Je me dois, parce que c'est un sujet que je maîtrise, je me dois d'expliquer clairement ce qui s'est passé. Hugo Chavez, c'est un militaire qui lisait beaucoup. Un peu, ça nous rappelle Sankara. Et qui a créé une organisation de gauche, une organisation patriotique, déjà au sortir de l'école, avec son frère aîné,
qui est toujours dans la politique au Venezuela et que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de discuter avec lui il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ce monsieur-là qui fomente un coup d'État avec la complicité, n'est-ce pas, de ses collègues militaires. Et le coup d'État réussit partout au Venezuela, mais échoue à la capitale où Hugo Chavez lui-même commande les troupes. Et il est arrêté et on le conduit à la radio pour désamorcer ainsi le soulèvement. Il prend la parole, il demande à ses camarades de laisser tomber les armes, qui n'ont pas réussi à la capitale, mais que ils ont échoué pour la première fois, ils auront encore d'autres occasions. Nous sommes là dans les années 92. Mais dans les années 92, c'était un peu après ce qu'on a appelé le Caracazo. C'est-à-dire qu'il y a eu un soulèvement comme on en a eu un peu partout en Afrique, au Cameroun, dans les années 90. Et le dictateur en place au Venezuela a fait tirer sur la population. Il y a eu des milliers de morts. L'histoire a retenu ça au Venezuela comme ça s'appelant le Caracazo. Donc voilà le contexte qui fait émerger le coup d'État d'Hugo Chavez. Alors très rapidement, le premier péché c'est lequel? Je vais y venir. Donc il échoue. Le premier péché c'est lequel? J'arrive, il échoue, on le met en prison. Je vais corriger quelque chose qui n'était pas correct. Il échoue le coup d'État, on le met en prison. Et l'élection présidentielle qui suit, il appelle au boycott. Mais les débats tiennent compte de la venue d'Hugo Chavez sur la scène politique. Et ça fait la pression, on le libère de prison. Quand on le libère de prison, c'est là où il fait son voyage au Venezuela. Et il part à Cuba, autant pour moi. Et il part pour préparer plutôt une organisation de type militaire. Et Fidel Castro lui donne les conseils de faire de la politique, de créer un parti politique. Et c'est là où il crée le parti politique. J'en viens donc aux 7 péchés. On va aller très rapidement avec le péché et le premier. Monsieur Itoundi, c'est extrêmement important ce que ces gens ont fait en Amérique latine. Et aucun pays africain n'a essayé de faire 10%. Ça, c'est extrêmement important pour les leaders politiques, pour la jeunesse africaine, pour les étudiants qui nous écoutent. Je m'excuse, mais il va falloir me donner un peu de temps. Bon, c'est très important ce dont on est en train de parler. On reviendra, Charles. Donc les 7 péchés, donc. Les 7 péchés. Le premier péché, pourquoi on appelle... Bon, c'est une façon d'écrire Michel Colomb qui devrait d'ailleurs intervenir. Si vous n'êtes pas toujours en train de... Vous aurez déjà énuméré les 7 péchés, vous reviendrez après. Les 7 péchés, messieurs. Le premier péché, très rapidement, on va quitter... C'est que Hugo Chavez apprend à lire aux Vénézuéliens. Oui, le deuxième péché. Mais c'est très simple, vous voulez qu'il dise ça comme ça? Bon, deuxième péché, il soigne les gens. Troisième péché, il fait manger les gens. Oui. Quatrième, il inverse les règles entre les riches et les pauvres. Oui. Le cinquième, il apprend que la démocratie, ce n'est plus simplement une question de bulletin de vote. Oui. Le sixième, il ne se soumet pas au pouvoir des médias. Le septième, ce qui tient tête à l'impérialisme états-unien. Alors voilà. C'est là où il va... Mais cité comme ça, ça entre dans le contenu capital. Ce sera le péché capital qui va entraîner sa mort. Je vais vous proposer une pause. On va revenir tout à l'heure, tout au long du débat, parce qu'on va aborder cette question aussi qui est liée à la question du pétrole et où vous pouvez revenir en filigrane avec la question du Venezuela. Je vais vous proposer une pause. On va revenir tout à l'heure pour aborder la question sur Tradex Total. L'Afrique est aujourd'hui considérée comme le nouvel Eldorado mondial. Voilà pourquoi, selon certains analystes politiques et géostratèges étrangers et africains, l'on assiste presque de manière régulière à des conflits internes dans les pays africains, ce qui a généralement pour avantage la considération des États africains au rabais. Les conflits ne se font pas seulement entre États, entre groupes ethniques, mais l'on peut observer que les crises intestines dans ces États favorisent de nouvelles luttes de positionnement entre les grandes entreprises de distribution de produits pétroliers sur le continent africain. Le cas de Total et de Tradex Centrafrique qui sont depuis un certain temps en coude à coude dans ce pays, ceci dans le souci de préserver chacun en ce qui le concerne des intérêts énormes. Spécialiste de l'import-export, Tradex s'est converti à la distribution. En 5 ans, il est devenu le 3e réseau national au Cameroun, presque le premier en République centrafricaine, et s'apprête aussi à ouvrir d'autres points de vente dans d'autres pays africains. Le dynamisme de cette grande société a fait qu'il est pratiquement difficile de rouler dans les rues de certains pays de l'Afrique centrale sans passer devant une station Tradex. La société avait été créée en 1999 par la Société nationale des hydrocarbures pour approvisionner les marchés tchadiens et centrafricains.
Total, quant à lui, est aussi une grande société pétrolière française privée dont les activités tournent autour de l'exploitation, le développement et la production des hydrocarbures, ainsi que les activités exercées dans les domaines du charbon, du gaz et des énergies nouvelles. Des gens s'accordent à dire que la RCA est l'exemple parfait des méfaits de l'accompagnement des pays africains par la France. L'on comprend pourquoi Total, le géant pétrolier français, peut avoir autant d'influence dans ce pays, surtout en ce moment où une crise éternelle rend la RCA de plus en plus vulnérable. Ce qui gêne justement la société d'origine camerounaise Tradex, c'est le fait que l'Union africaine, dans sa perspective panafricaniste, n'arrive pas à se soustraire de cet embrigadement monopolitique de Total en RCA, qui n'a pour seul effet que de remettre en question sa philosophie et sa charte. D'ailleurs, s'agissant des forces françaises communément appelées Sangari, il faut le noter, seul Total Centrafrique procède de façon exclusive à l'approvisionnement en produits pétroliers. Il faut aussi préciser que tout ceci se fait généralement sans la consultation des autres fournisseurs régionaux des produits pétroliers présents en territoire centrafricain, tous africains. Ce qui ne va pas sans soulever de multiples questions. Même Tradex RCA, qui entretenait une relation commerciale avec l'AFOMAC dans le sens d'approvisionnement en carburant sur la base d'un contrat initialement signé entre les deux parties, s'est vu rompre obligatoirement le contrat à la faveur de la mutation de cette force de l'Afrique centrale vers une force africaine, la MISCA. Depuis décembre 2013, tout ne tourne plus rond. À chaque pas, on leur brandit qu'un contrat a été signé avec Total. Total et encore Total revient toujours. La question se pose donc aujourd'hui. Total serait-il le grand commandant des pays africains? Serait-il un État plus grand que la France elle-même? Alors, retour sur ce plateau, on sera obligé, question méthodologique et question de traitement de l'information, parallèle entre ce qui se passe, parce que pratiquement, c'est la domination et la prédation occidentale dont Tradex est victime. Charles Célénou, je reviens à vous tout à l'heure, hein, Patrick Sapat, il y a quand même que l'Amérique latine et peut-être le Venezuela est sorti de cette emprise-là, de la prédation des multinationales. C'est ce que vit Tradex pratiquement. Oui, vous avez évoqué les uns et les autres avec brio, justement, quelle a été la force de cet homme et dans les combats qui ont été véritablement complexes au niveau de l'Amérique latine. Et bien évidemment, il faut faire un parallèle avec l'Afrique, tout en sachant que les contextes ne sont pas les mêmes, mais les combats sont restés les mêmes. Je voudrais simplement passer rapidement sur la lettre d'Hugo Chavez lors du 3e sommet de l'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Afrique, en février 2013, en Guinée équatoriale, pour que vous me laissiez juste parcourir trois petites phrases. C'est très important, on a annoncé ce testament. Exactement. Alors, ainsi, l'Amérique latine et les Caraïbes partagent avec l'Afrique un passé d'oppression et d'esclavage. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fils de nos libérateurs et de leurs hauts faits. Nous devons dire avec force et conviction que nous unit aussi un présent de lutte indispensable pour la liberté et l'indépendance définitive de nos nations. Vous comprenez? Et nous chutons là sur ce dont on parle tous les jours ici, la souveraineté. Alors, donc, il a été suivi dans cette démarche-là par un homme, par exemple Kadhafi, parce qu'il entretenait de très bons rapports avec Muammar Kadhafi. Alors, Kadhafi était dans la logique d'Hugo Chavez. Et Kadhafi, je dois peut-être vous le rappeler, parce que vous le savez déjà, il a payé 300 millions de dollars pour le satellite Rascom de la partie globale de toute l'Afrique. Il a mis en place un projet qui devait installer le Fonds monétaire africain, qui devait avoir pour siège Yaoundé au Cameroun, la Banque centrale africaine qui devait avoir pour siège Abuja au Nigeria, la Banque africaine de développement qui devait avoir pour siège Sirte en Libye. Alors, puisqu'il avait cette velléité unioniste de l'Afrique, eh bien, vous savez ce qui lui est arrivé. Et donc, Hugo Chavez lui-même est rentré dans la tombe à cause du 7e péché qu'évoquait tout à l'heure notre ami Célénou. Donc, parce qu'il a voulu rompre avec l'extraversion américaine sur toute l'entièreté de l'Amérique latine. Et donc, quand on revient justement sur Tradex, et le problème de Tradex est Total. En Centrafrique. En Centrafrique, justement. Voilà. C'est simplement la manifestation. La question du pétrole, il faudrait peut-être préciser cela. C'est clair que déjà, fondamentalement, le conflit centrafricain est un conflit qui arrive et qui tire sa source justement de la petite poussée de l'exploitation des ressources pétrolières.
parce que si les Centrafricains en milliers sont en train d'être ensevelis aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils ont le malheur que l'on ait découvert le pétrole sur leur sol, sous leur sol. Et donc, justement, dans le prolongement de cette mission d'ensevelissement des Centrafricains pour le pétrole, on se retrouve justement à avoir cette extraversion ou alors ce petit rififi qu'il y a eu entre Tradex et Total par rapport à la livraison du pétrole. Parce qu'il faut rappeler à la conscience africaine qu'en 2008, les États de l'Afrique centrale ont mis en place ce qu'on appelait la FOMAC. La FOMAC qui était la force multinationale justement d'Afrique centrale pour soutenir la Centrafrique. Et avec une seule mission, c'était simplement de consolider la paix en Centrafrique. Mais je dois vous dire que cette FOMAC-là a travaillé sérieusement. Et jusqu'en 2010, et le débat n'est pas là-bas, mais il faut revenir. Oui. La question centrale que l'on se pose dans cette affaire du pétrole entre Total et Tradex, quel est le problème? C'est ce que je suis en train d'expliquer tranquillement. Je dis que cette FOMAC-là, justement, a donné, il y a un contrat qui a été signé entre Tradex, justement, et la FOMAC, puisque la FOMAC, elle était de l'Afrique centrale. Ce n'était pas une force qui arrivait de l'Occident, c'était une force à vocation sous-régionale, l'Afrique centrale, la CIMAC. Et donc, ce contrat a été paraphé donc, entre la FOMAC et Tradex pour la livraison du carburant. Et puis après, on s'est retrouvé avec la résolution 21-27 des Nations Unies, impulsée par la France, à muter la FOMAC en la MISCA. Vous comprenez? Ça, c'est déjà pour avoir une vocation régionale, ou si vous voulez, continentale. Donc, ça veut dire que la MISCA devait arriver sous l'égide de l'Union africaine. Et donc, le contrat et les responsables de Tradex ont donc été approchés par ceux de la FOMAC pour leur signifier que le contrat allait être résilié et que pour l'historicité positive des rapports ou alors des prestations de Tradex à la FOMAC, eh bien, il était loisible que Tradex continue ce service-là, malgré la mutation. Et donc, on a même présenté Tradex avec ses états de service irréprochables à la MISCA qui arrivait. Et là-bas, on leur a dit, écoutez, on va donc se rapprocher de vous pour poursuivre le contrat. Et le donc, contrat étant déjà résilié au niveau de la FOMAC. Au niveau de la FOMAC, le contrat était résilié, mais ici, il s'agissait simplement de poursuivre, puisque c'était juste une mutation d'une force qui partait de l'égide sous-régionale pour l'égide continentale. Donc l'Union africaine devait simplement venir prolonger le contrat de Tradex. Mais maintenant, ce contrat a été résilié simplement parce que les Nations Unies ont imposé à l'Union africaine de résilier définitivement ce contrat. Et donc, lorsque les démarches ont été entamées par les responsables de Tradex, ils se sont amenés vers l'Union africaine, les responsables de l'Union africaine, pour comprendre et essayer d'avoir une information, voilà, des précisions par rapport à cette transition. Maintenant, ils sont restés, l'Union africaine justement leur a fait savoir ce qu'elle vient de vous dire, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient que respecter les instructions qui arrivaient des Nations Unies. Et donc, il fallait plutôt se rapprocher des Nations Unies. Est-ce que l'Union africaine est vidée de tout élément possible lui permettant d'intervenir et de trancher la question? L'Union africaine, logiquement, doit passer par les juridictions, mais vous connaissez ce que c'est que le système. De quelle juridiction va-t-on parler? Elle va d'abord se plaindre au niveau du Parlement sous-régional, puisque c'est de lui qu'il tenait ce contrat-là. Maintenant, aller aussi vers le Parlement de l'Union africaine. Mais je viens de vous dire que l'Union africaine a dégagé qu'elle ne respectait que les instructions des Nations Unies. Et par cela, ces responsables de Tradex sont allés voir ce qu'on appelle le BINUCA, c'est-à-dire le Bureau intégré des Nations Unies, en charge justement de la question centrafricaine, pour leur demander ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec ce contrat, comment est-ce que ça pouvait se prolonger. Là également, on leur a fait savoir qu'il fallait retourner à l'Union africaine. Et ils ont même initié un mémorandum pour le positionner à l'Union africaine et peut-être aux Nations Unies. Entre-temps, le contrat continue et Total continue d'exploiter. Il continue maintenant de servir, puisque à la fois Total approvisionne le carburant à Sangaris et maintenant
à la MISCA. Donc, Tradex, je rappelle que Tradex est arrivé pour restructurer justement le secteur de la distribution de pétrole en Centrafrique, alors que Total avait déjà disparu, faisant énormément d'hommes qui sont partis dans le chômage. Et Tradex est revenu avec cet espoir pour pouvoir permettre aux Centrafricains d'essayer d'être responsables. Aujourd'hui, avec la résiliation de ce contrat, les bénéfices justement de la distribution du carburant aux deux forces, Sangaris et MISCA, ne vont pas bénéficier justement aux Centrafricains. Et donc, quelles sont les pistes de solutions possibles pour que Tradex rentre dans ce qu'on devrait appeler ses droits? Les pistes sont claires. Vous savez, Tradex a même évoqué une jurisprudence, un cas de jurisprudence qui s'est passé en RDC. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème là-bas où, justement, il y avait une société qui devait se charger de l'approvisionnement du carburant en RDC aux forces qui étaient là-bas sur place. Et au moment où on devait changer cette force-là, il y a eu exactement le même cas. Eh bien, ils ont porté plainte au niveau justement des instances sous-régionales et ça a permis de ramener cette société-là dans ses droits. Et donc maintenant, avec ce qui se passe en Centrafrique et la boulimie que l'on constate pour l'exploitation hardie des ressources centrafricaines, si Tradex s'engage dans cette voie, c'est la voie sur le plan logique. Maintenant, sur le plan systémique, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il est nécessaire que les peuples prennent conscience au niveau de la sous-région afin de pousser justement la France à comprendre que les ressources centrafricaines appartiennent d'abord aux Centrafricains et qu'il faut nécessairement laisser ceux qui veulent travailler pour la Centrafrique faire le travail et que les Centrafricains soient les premiers bénéficiaires de cette situation-là. Et ensuite, tout de suite là, en sortant, on va arriver justement pour voir les béquilles, les situations que cela pose sur le plan du questionnement. Je reviens à vous. On m'a crié quelque part qu'il faut détacher ce sujet de celui du Venezuela méthodologiquement et logiquement. J'en vois des liens. Alors, pareille chose peut se passer en Amérique latine. Est-ce que ce n'est pas là une question de souveraineté? Est-ce qu'on n'est pas dans une vacuité où des gens se comportent comme ça, comme ils veulent? Je vais vous prendre deux exemples. Et parlons de Chavez, effectivement. Vous savez, il y a une réunion qui a été instaurée entre les anciennes colonies espagnoles, n'est-ce pas, et l'Espagne. Au cours de l'une de ces réunions-là, il y a eu une passe d'âme superbe entre Chavez et le roi Juan Carlos d'Espagne. Et vous avez écouté ce que Chavez lui avait dit. Vous vous imaginez l'un de nos chefs d'État le dire à Hollande? C'est pratiquement impossible. Le deuxième exemple, c'est au niveau des Nations Unies. L'intervention de Chavez aux Nations Unies précédée par l'intervention de M. George Walker Bush. Quand Chavez nous parlait du diable, que ça sent encore le souffle, l'endroit où il est en train de vouloir prendre la parole tout à l'heure, parce que le diable vient justement d'y passer. Quel est le chef d'État africain en dehors de Kadhafi? On a vu ce que ça a donné. Qui peut aujourd'hui dans notre sous-région le dire? La question de Tradex et de Total, elle est simple. C'est la raison pour laquelle la France intervient en Centrafrique. C'est tout ce qu'il y a ici, tous ces ressources qui sont ici nous appartiennent. Tous les contrats qu'il y aura ici, ça va d'abord être nos contrats. Si quelqu'un avait un contrat avant, on va le résilier et on va retrocéder ce contrat-là à une société française. C'est pour cela que la France intervient en Centrafrique. Parce qu'ils savent que très bien qu'en Centrafrique, non seulement il y a déjà des minerais qui sont là qu'on va exploiter plus tard, mais en plus, cette opération-là va permettre à la France de rafler complètement tous les contrats. Vous allez voir peut-être qu'une société, autant pour moi comme Sodexo, c'est elle qui va livrer la bouffe dans toutes les armées qui seront là-bas. On nous parle de casques bleus qui vont arriver, peut-être 12 000 hommes. C'est de l'argent que les sociétés de la sous-région Afrique centrale auraient pu eux aussi essayer d'aller dans cette bagarre-là pour avoir des parts de marché. Mais les Français ne l'accepteront jamais. D'où la question qu'on pose chaque fois sur ce plateau de savoir qu'est-ce que les Français ont tout le temps à venir s'ingérer dans les problèmes africains. C'est ça. Et maintenant, nous comprenons très bien qu'ils s'ingèrent dans ces problèmes africains parce qu'ils veulent faire racler complètement toute la mise par rapport au projet et au contrat qui fatalement vont tomber pour régler ces problèmes-là. Donc, cet argent-là qu'on va nous dire, l'Union européenne a accordé tel nombre de milliards, l'Union a accordé tel nombre de milliards. Quelles sont concrètement les sociétés africaines qui, eux aussi, pourront avoir les parts de marché pour pouvoir aussi se développer et pouvoir concurrencer les sociétés extérieures. Donc, je dis que la question du pétrole, ce n'est pas seulement une question à venir, mais elle se joue même déjà là. D'où le lien avec Chavez pour montrer que si les pays africains
Si nos États n'acceptent pas de commencer à se donner la main, de se mettre ensemble pour essayer d'affronter les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, on va demeurer dans la situation. On revient à vous, vous allez chuter. On va prendre ce téléspectateur qui nous appelle là. Bonsoir et bienvenue. En Centrafrique, c'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand le président Gbagbo était là, il y a des Ivoiriens qui ont créé des stations d'essence. Il y en a plein. Et quand ils ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, quand la France a envoyé la guerre, elle a poussé les sociétés françaises Total, Shell, à ne plus donner le carburant à l'armée nationale. Au moment où on devait intervenir pour repousser les rebelles, la section Total, Shell ont refusé du carburant à l'armée pourtant ils avaient déjà un contrat. Donc il y a un Ivoirien qui a créé une structure de distribution qu'on appelle Petro Ivoire, qui a donné du carburant à l'armée. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tout ça s'est arrivé, quand ça arrive à Centrafrique, tout le monde devait savoir que c'est comme ça. Nous sommes en train de pleurer. Mais nos gars là, ceux qui sont à la tête de nos pays, ils s'en foutent. Et ils veulent défendre leurs intérêts. C'est-à-dire que comme nous, on ne peut pas se comporter comme les Chavez et tout ça. On vous écoute, c'est normal, mais je vous dis des exemples là, il y en a, ce n'est pas en Centrafrique seulement. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Total a racheté toutes les petites structures. Les Ivoiriens ont créé des structures, Total a tout racheté, Shell a racheté. Il y a une seule société qui tient. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais quand ils ont pris le pouvoir à Alain Ouattara, quand la France a pris le pouvoir, il a donné le pouvoir à Ouattara, ils ont tout racheté. Il y a certains qui sont là qui ont gâté le nom de Gbagbo, mais aujourd'hui, c'est la même chose. Ça vient d'arriver à Centrafrique, ça va arriver à côté. Ça va arriver à côté. Ça va arriver ailleurs encore. En tout cas, je voudrais vous remercier pour le combat que vous menez. Nous tous, on est là, on écoute, on entend, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Voilà, on ne peut rien faire. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne peut rien faire. On se trouve là dans le chapitre de la résignation, patient par fin d'homme. Alors, géopolitiquement, je viens à vous, Noa Sadio. Oui, vous avez encore quelque chose à dire? Une petite chose à dire. Pour dire qu'effectivement, les Africains doivent comprendre qu'il est de notre intérêt, il est vraiment de notre intérêt de tout faire pour que nous aussi, nous fassions la promotion des sociétés nationales. Si nous voulons que ces sociétés soient capables, à même demain, de concurrencer avec les sociétés étrangères. Et dans ce cas-là, nous disons aux Français de faire très attention, parce que c'est ce type de réaction qui va entraîner justement la contre-réaction qui a été celle des pays de l'Amérique latine pour bouter hors de leur pays, n'est-ce pas, l'occupation étrangère par le biais de ces dictateurs qui ont été instaurés avec la bénédiction de la CIA. Donc ça va être une contre-réaction que les peuples africains peuvent développer en boycottant effectivement les produits français. Donc ce type de réaction coloniale, elles sont extrêmement dangereuses pour la France elle-même. Si ils ne se rendent pas compte de cela, je pense que les jours à venir, ils vont commencer à comprendre que les temps sont révolus pour de telles pratiques. Oui, merci. Alors, quand vous écoutez un téléspectateur, vous pouvez toujours appeler et participer à l'émission. Géopolitiquement, il y a un sérieux problème. Comment trancher le nœud gordien? Parce que voilà une société, un fleuron de l'économie africaine dans l'exploitation du pétrole qui est presque muselée. Bon, c'est la règle habituelle. Je crois c'est une chaîne panafricaine et il faut qu'on traite le sujet en tenant compte de tout l'intérêt de l'Afrique. Là, on parle de la Centrafrique, on parle du Cameroun, il s'agit de Tradex, il s'agit de Total, mais le lien avec l'Amérique latine, c'est qu'il y a quelques années, une vingtaine d'années, l'équivalent de Total là-bas s'appelait Repsol, une société espagnole, qui faisait pire que ce que vous êtes en train de dire. Donc, je ne suis pas sûr que dans les pays... Qui faisait pire que ce que Total est en train de faire. Mais bien sûr, le rôle de ces multinationales dans des États post-coloniaux, c'est d'exploiter les peuples. Si on revient tout à l'heure sur la gestion du pétrole au Venezuela, on va comprendre les conséquences. Ils sont là pour se faire de l'argent. Et il faut savoir que quand en Europe, quand en Amérique, un capitaliste investit un capital X, c'est pour pouvoir avoir un bénéfice de maximum 4-5%. Mais quand ces gens-là, ils investissent un capital Y dans les pays post-coloniaux, comme le Cameroun, comme la Centrafrique,
c'est pour avoir un bénéfice de 100%, de 200%. Donc c'est un territoire où on s'enrichit à la vitesse de l'éclair. Ils sont là pour ça. Donc il faut faire des stratégies globales qui concernent toute l'Afrique. Et je désapprouve ce que notre camarade, notre frère, l'intervenant qui vient de prendre la parole, qui dit malheureusement il n'y a rien à faire. Mais nous sommes justement là pour expliquer à la jeunesse africaine que tout est à faire, tout est possible. Comment il peut, ça c'est la résignation. Mais il n'a qu'à justement regarder ce qu'ont fait les Sud-Américains. Comment il peut dire qu'il n'y a rien à faire? Charles, nous on a dit ici hier qu'il suffit... on prend un appel du Congo. Monsieur Jacques, vous appelez du Congo. Bonsoir et bienvenue. Oui. Bonsoir, monsieur Tetoundi. Je vous remercie beaucoup. Je vous suis à partir de Poeto, à 500 km de Lubumbashi. Je suis chaque fois Afrique Média. Nous édifions beaucoup pour réveiller la conscience africaine, vraiment. C'était ça que j'avais à vous dire. Nous suivons tous les dimanches. Nous remercions Patrick Sapak, Sadio, toute l'équipe du dimanche. Vraiment. Merci beaucoup pour un bon travail. Nous sommes en brousse, mais nous vous suivons vraiment. Bachir aussi, vraiment, nous le remercions aussi pour son travail. Merci beaucoup. Merci à côté, non loin de Lubumbashi. Alors, Charles, on va aller, comme le disait un penseur, on va prendre cette affaire point par point. Alors, pour le cas précis de Tradex, avant d'élargir, pour le cas précis de Tradex et Total, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que les Camerounais ont le rapport de force en leur faveur. C'est un cas pratique. Tous ces gens qui sont en action en Centrafrique ne peuvent pas travailler aisément sans le Cameroun. Ça, c'est clair. On a vu hier que tout le matériel transite par le port de Douala. Donc, il ne faut pas vivre au centre. Je ne vous arrête pas. Quand vous dites le Cameroun, on sait aussi que Tradex est en Centrafrique. C'est une société pratiquement citoyenne africaine. Tout à fait. Je voudrais un peu vous orienter dans la ligne de tous ces chefs d'État de la sous-région. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Mais Tradex c'est une filiale d'une société camerounaise ou pas? Tradex, c'est des droits centrafricains. Mais c'est une société qui appartient au Cameroun ou pas? Alors, allons-y, dans la piste du Cameroun. Dans la piste du Cameroun, ça veut dire que si vous voulez aller en justice, on a tant expliqué que même la justice internationale dont vous expliquez là, pour moi, n'existe pas. C'est la justice des forces, la justice des vainqueurs. Même l'ONU, le Conseil de sécurité, c'est les plus forts, les plus puissants qui réussissent à tirer les épingles du jeu. Donc je dis que les Africains doivent apprendre quand ils ont un problème concret devant eux. Ils regardent les solutions qui sont proches. Alors, pour le cas précis de Tradex en Centrafrique. Charles, oui. On va revenir sur ces solutions concrètes. Première piste, celle du Cameroun. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue cette émission. Non, il ne parle pas pour le moment. Voilà maintenant. Ah oui, monsieur Tongi, j'interviens pour la deuxième fois, merci beaucoup. Je voudrais que les gens sachent que je ne suis pas pessimiste. C'est pas aujourd'hui qu'on va dire oui, on a tel problème. Quand la première maison en Afrique, on dit que la maison de ton voisin brûle, tu l'aides à éteindre. Mais le monsieur qui est là en cravate, ça fait plus. Moi, je vous suis depuis longtemps. C'est les gens qui ont dénigré Gbagbo. Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo est xénophobe. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il pleure à la télé. Pourquoi il pleure? Il n'a pas à pleurer. Les Blancs font leur truc, ils nous mettent en palabre. Et vous insultez. Vous dites Gbagbo a fait ça. Aujourd'hui, voilà, ils font en Centrafrique. Et maintenant, vous dites ils n'ont plus le pétrole. Mais nous, on a vécu ça ici. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous pouvez sourire, mais quand on est là, on est nationaliste. Si on est vraiment nationaliste, quand un Africain a fait des histoires, on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, vous venez vous renseigner. Vous n'êtes pas au courant. Et vous avez dénigré le gars jusqu'à maintenant, les Blancs même ont dit qu'il n'a rien fait. C'est maintenant, vous dites, on fait ceci en Centrafrique. C'est de ça que je parle. Je dis, on ne peut rien faire. Parce que quand ma maison brûlait, il n'y a eu personne pour m'aider. C'est ce que je veux faire comprendre. Sinon, je ne suis pas contre les autres. C'est-à-dire que nous pleurons tous. Quand je dis on ne peut rien faire, ce n'est pas du pessimisme. C'est le fait simplement que nos frères que vous êtes,
Vous n'avez pas compris, on vous a trompé. Pas tout le monde, mais il y a quelques-uns sur le plateau là-bas qui ont été trompés, et que Gbagbo était devenu leur cure-dent. C'est ça. Maintenant, le gars qu'on a placé là, voilà comment la PIX avance. Le pétrole de la Côte d'Ivoire, on sait où, de tout, Centrafrique. Mais je vous dis, ça va arriver et on ne peut rien faire. Ça, c'est la vérité. Ma maison brûlée qui m'a aidé. C'est ça. Merci, monsieur. Merci. Depuis la Côte d'Ivoire, alors, la variable revient, tout au moins la terminologie, on ne peut rien faire. Mais je vous conduis d'abord dans la piste du Cameroun. Oui. Mais je crois que ça, c'est un plateau extrêmement important pour qu'on laisse passer certains types de réactions comme ça. Parce que des millions de gens nous écoutent. Des milliards. Des milliards. Mais il est ivoirien. Donc, si je comprends bien, il veut dire que quand leur maison en Côte d'Ivoire brûlait, il n'y a eu personne pour les aider. C'est pas vrai. S'il y a un autre pays dans le monde où les gens se sont mobilisés jusqu'à bagarrer même dans la rue, c'est au Cameroun quand même. Moi, je suis camerounais. Jusqu'à quelques jours avant qu'on ne bombarde le palais présidentiel à Abidjan, est-ce qu'il n'y avait pas les Angolais qui aidaient, qui conseillaient? On ne peut pas tout dire sur un plateau de télévision, mais de là à penser que la maison a brûlé et que personne n'a rien fait, je suis désolé, ce n'est pas le cas. C'est une contre-vérité. Précision faite, on revient sur la piste de solutions concrètes sur le cas Tradex Total. On revient à ce qu'on dit sur ce plateau depuis, problème de souveraineté. Vous ne pouvez pas aller affronter Total au niveau juridique, au niveau international. Parce que ça ne fonctionne pas comme vous croyez. On va être broyé. Et je reviens toujours sur ce que je dis depuis sur le sujet, c'est qu'il y a un rapport de force qu'on n'a pas exploité. Vous ne pouvez pas, parce que si je traduis la... Quel rapport de force? Le rapport de force, c'est qu'on a un problème où on a les moyens de les bloquer. Et on n'utilise pas ces moyens-là. C'est ça la réalité. Et si je traduis la problématique pour l'homme de la rue, pour les masses populaires, je vais dire, il y avait un marché, c'est du business, il y avait un marché en Centrafrique qui était entre les mains de Tradex. Et ce marché a été arraché pour être entre les mains des Français. Là, je traduis pour les gens au quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis, les gens qui ont perdu le marché, et s'ils n'ont pas d'autres moyens pour faire pression, pour qu'on leur remette, c'est que par ailleurs de droit, ils méritent. Quels sont ces moyens? Ces moyens, c'est que tous ces gens transitent par le port de Douala. Il faut bloquer. Mais on les bloque, on reprend notre marché. Merci. Oh, Dieu, le standard se bouscule là. On a un appel. Monsieur, bonsoir et bienvenue. D'accord. Bon, bah, moi, c'était pour... en fait, moi, je trouve que c'est un peu difficile de... À partir du moment qu'on rencontre une personne que l'on aime, donc à l'étranger, moi, je me suis déplacé. Je me suis déplacé donc à Abidjan, précisément. J'ai rencontré une personne et puis donc avec cette personne, j'envisage de me marier. Mais les démarches sont tellement difficiles que ça me révolte, quoi. Pourquoi l'amour est si compliqué, quoi? Alors que quand deux êtres s'aiment, ça... En tout cas, Charles Céléno, on n'a vraiment pas suivi. Hein. Alors, boycotter bloquer le passage des produits de Total. Non, il faut pas comprendre ça dans ce sens. Il ne s'agit pas du sens de la violence. Hein. Donc, je crois que peut-être je me fais mal comprendre. Il ne s'agit pas d'être violent, de poser un acte violent contre les Français ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on appelle ça quoi? Des mesures de rétorsion. C'est aussi simple que ça. Ils pratiquent ça tout le temps, même à l'international, vis-à-vis des Africains qui ont des entreprises aux États-Unis, en Europe. On voit ça tous les jours. Des mesures de rétorsion, tout simplement. Est-ce que la façon dont Total a arraché le marché de Tradex en Centrafrique, c'est une façon légale, correcte? Sur ce plateau, on a répondu par la négative. Moi, je crois qu'ils ont arraché cela par le rapport de force qui leur est favorable. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts en Centrafrique, l'armée française est plus forte en Centrafrique, et voilà.
Ils ont utilisé les moyens de force pour arracher un marché. L'Union africaine ne peut que observer ou appliquer ce que l'Union africaine n'est pas souveraine. Nous, à Sadio, alors, question de souveraineté. Cette question, on va encore la retourner. Hubert, Total, c'est des fossoyeurs. Total, c'est les fossoyeurs. Nous, des vrais fossoyeurs. Oui, je reviens à vous. Vous allez souffrir de mes... Ah oui. Oui, je reviens à vous avec un appel. Monsieur Augustin, qui a intervenu tout à l'heure, on n'a pas très bien compris ce qu'il disait et je prie la régie de bien vouloir introduire les appelants ou les téléspectateurs sur le sujet. Allô? Oui, vous êtes en ligne. Allô, monsieur Etundi? Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, je voudrais intervenir concernant les solutions. Là. Vous savez, monsieur Hubert, quand nous suivons la télévision, souvent une chaîne de télévision peut-être française, on voit souvent les publicités qui passent. On dit par exemple, on vend un véhicule Renault à 9 990 €. En France, le même véhicule, lorsqu'il vient ici en Afrique, ça coûte peut-être 3 fois le prix. Nous, on produit le pétrole. On produit le pétrole en Afrique. On transporte ce pétrole pour aller en Europe. Et on nous vend le litre du pétrole, du carburant à 600 francs. Nous, les producteurs. En Afrique du Sud, un pays comme l'Afrique du Sud, qui n'est pas parmi les producteurs de pétrole, le litre de carburant là-bas, c'est 100 francs. Parce que le peu qu'ils produisent, c'est pour la consommation locale. C'est impossible. Comment est-ce que nous, on peut produire le pétrole et on souffre? Hein? À cause de ces Français, parce que c'est eux qui nous imposent le prix du carburant, comment est-ce qu'on doit vendre le carburant. Voilà les solutions. Hein? Qu'on baisse le prix des matières que nous produisons ici en Afrique avant de vendre le reste en Europe. Hein? On n'a pas allé chercher. On n'a pas allé chercher. Hein? Le cacao que nous on produit ici en Afrique, le café, vous allez dans les supermarchés, vous voyez un sachet de cacao qui coûte dans les 3 000 francs. Et ce cacao coûte moins cher en Europe par rapport au Cameroun où c'est produit. Vous voulez aller chercher et trouver les solutions où? Hein? Réfléchissons au moins un peu comme ça. Je crois qu'à partir de là, on va trouver des solutions. Merci. Merci d'être revenu. Merci, Gustin. Vous devenez un très fidèle téléspectateur d'Afrique Média. Moi, Sadio, la question Total Tradex nous ramène. Je disais à l'entrée que Total est... D'abord, quand les gens me font comprendre que Tradex a été on leur a congédié. Non, ils n'ont même pas eu le courage de leur dire que ils leur disent d'attendre, qui vont les solliciter pour le solutionnement. Mais Total, le Gabon demande à Total 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. Pourquoi ils le leur demandent? Parce que le Gabon a fait, de 2008 à qui ils ont fait un audit fiscal. Ils ont trouvé que Total les volait beaucoup d'argent. Et cette somme est à 805 millions de dollars. Si cela entre dans les caisses du Gabon aujourd'hui, je crois que les Gabonais nous suivent. C'est de l'argent. Et Total s'est emparé de cet argent. Donc Total ne fait que ça en Afrique. Ce qu'il vient de dire, ce monsieur, c'est depuis des lustres qu'on parle de la détérioration des termes de l'essence. Le café est tellement important pour le blanc, le café que vous citez, ils ne peuvent pas travailler sans café, ni cacao. Et le cacao même entre à faire des chocolateries et tout ça. Vous allez voir quand vous allez leur parler de ça, ils vont créer que c'est cancérigène. Ils nous ont fait au Sénégal avec l'huile d'arachide. Hein? Nous avons voulu demander le prix à la hausse. Ils ont dit que oui, l'huile de palme d'arachide là, elle est cancérigène. Les Chinois ont dit si elle est cancérigène, nous, elle nous aide. On va acheter le kilo à 300 francs. Ils reviennent pour nous dire non, c'était une erreur. Mais c'est comme ça. D'ailleurs,
Ils viennent de dire que Bloomberg vient de dire que le Gabon est en cessation de paiement. Mais Dieu, quelle honte. Parce que le Gabon a remis en cause ce que Total les volait, c'était 800 millions. Donc Tradex, alors moi, Sadio, on rappelle que cette émission est suivie pratiquement dans toute l'Afrique et que le président, directeur général de Tradex, qui nous suit présentement, que nous saluons d'ailleurs en passant, Yodok, fait des précisions de ce qu'en principe, on ne devrait pas, dans le contexte actuel, l'Union européenne ne devrait pas, que c'est pratiquement une imposture, qu'on redonne le marché d'exploitation, en fait, de gestion de pétrole au niveau de la Centrafrique. Ce monsieur, que je ne connais pas ce monsieur, mais vu qu'il est africain comme moi, je salue le mérite. Ça peut prouver que à égal matériel, et à égal, on a des valeurs naturelles. Et ce monsieur de Tradex que je ne connais pas, tout d'abord il a mon coucou et nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que vous récupérez ce marché. Parce que ce marché c'est beaucoup d'argent. Au moment où vous entriez en Centrafrique pour faire Tradex Centrafrique, vous avez donné du travail à des jeunes Centrafricains. Moi je prends l'exemple du gaz, le peu de temps que je suis au Cameroun. Le gaz, il n'y a plus de pénurie quand vous êtes entré dans ce secteur. Vous êtes un enfant digne de l'Afrique, vous êtes digne des loges. Et moi, je vous dis, ne baissez pas la garde, on va vous aider à réussir. Moi, j'aimerais un jour que vous alliez au Sénégal même, mettre votre expérience. Parce que tout le monde vante la qualité de vos produits. Ces Français sont venus rien que pour pouvoir prendre tout le gâteau. Comme ils sont gourmands, ils ne veulent pas vous donner aussi une petite partie du gâteau. C'est ça que vous demandez. Vous ne demandez plus rien d'autre. Tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas mon problème. Mon problème est qu'on vous donne votre droit, on vous restitue dans l'équité, la franchise, la justice, qu'on vous rende votre bien. À Noa Sadio, on va aller au Gabon, peut-être qu'avec ces téléspectateurs. Vous avez cité le Gabon dans cette affaire d'exploitation du pétrole. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Affaire Total, affaire Tradex Total. Oui, bonsoir chers panélistes et encore 1000 fois encouragement parce que ce que vous faites donne beaucoup de bonnes idées aux Africains. Je voudrais intervenir par rapport au débat que vous êtes en train de mettre sur Tradex et Total pour tout simplement dire que ce qui arrive à Tradex pourra arriver à d'autres pays africains. Maintenant, tout à l'heure, il y a un intervenant qui a dit quelles sont les pistes, quelles sont les solutions. Effectivement, il y a un de vos panélistes là-bas qui a dit quand on a la loi du plus fort, on gagne. Et que même au niveau juridique, ce ne sera pas facile pour Tradex ou pour n'importe quelle société pétrolière africaine de gagner le débat vis-à-vis de ces métiers nationaux. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver les solutions les meilleures. Je crois que Martin Luther King, à un moment donné, était pacifique. Mais quand il s'était rendu compte qu'à un moment donné, il ne peut plus, ils ont commencé à faire certains boycotts à certains niveaux. Ça a ramené à ce que les gens se rendent compte que, attention, si nous continuons, ces gens-là sont déjà éveillés. Donc, de manière pacifique, de manière simple, on peut commencer à solutionner cela en dessous. Il y a des choses dans nos pays africains qui ont changé la donne. Et maintenant, j'allais demander, chers panélistes, il y a un problème que nous observons. Chaque fois qu'il y a maintenant les conflits, on nous fait savoir que soit la Chine, soit l'Occident se discutent parce que dès que la Chine prend un marché dans un pays africain, tout de suite, quand l'Occident veut prendre ce marché, on arrive à des guerres. Et quand il y a maintenant la guerre, quand il y a un problème, nous constatons, je voudrais que vous en parlez sérieusement, que la Chine, à un moment donné, ne réagit plus. Parce qu'on a suivi vos débats hier où on disait qu'au niveau de la Centrafrique, la Chine avait une part de responsabilité dans certains marchés. Mais maintenant qu'il y a ce débat, aujourd'hui, la Chine, on n'entend plus parler. C'est le même problème qui se passe même en Syrie. Parce que s'il n'y avait peut-être pas Poutine, peut-être même on en serait à autre chose. Donc je souhaiterais quand même que les débats que vous faites là-bas, vous puissiez interpeller aussi la Chine que parfois les dégâts proviennent à cause d'eux. Mais pourquoi à un moment donné, ils font l'impression, ils font le profil bas? Il faudrait que maintenant, ils nous aident à aller de l'avant. Si c'est à cause d'eux qu'on vient nous piétiner,
parce que peut-être ils ont pris une part de marché. Donc, j'insiste, et par rapport à Tradex et Total, je crois que demain, nous pourrons trouver des solutions. Alors, dans cette affaire, avant de prendre ce volet qui concerne justement la Chine et son rôle, je crois que la piste qui concerne le Cameroun, Paul King, c'est possible qu'il y ait des mesures de rétorsion au Cameroun en défaveur de Total? Pour l'instant, avant de rentrer au niveau des rétorsions, je voudrais rappeler ici pour la gouverne de nos téléspectateurs qu'avant les années 90, l'exclusivité de la distribution des produits pétroliers au Cameroun en particulier était une affaire qui concernait de manière exclusive aux sociétés comme BP, Agip, Elf qui est devenu Total, Shell, Texaco, Mobil et autres. C'est grâce au président Paul Biya qui, dans sa politique de libération, qu'on est arrivé à voir des entrepreneurs camerounais qui ont créé des entreprises. Notamment, nous avons connu, je crois, First Oil, Delta, Kamoko et bien entendu Tradex qui aujourd'hui brille par la qualité de ces stations qui ne passent inaperçues. Quand vous arrivez dans un village, dès que vous avez déjà dans votre esprit l'image d'une station de Tradex, vous ne cherchez plus à savoir qui est le propriétaire de cette station. Donc, cette entreprise... Est-ce que, question directe, est-ce que Paul Biya peut décider des mesures de rétorsion? Pour l'instant, je pense que ça, c'est une affaire qui s'est décidée à un très haut niveau. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis un certain temps, le président Biya demande à ce que l'ONU intervienne directement dans le conflit centrafricain. Mais ce qui s'est passé avec Tradex, c'est que la partie, disons que le contrat qui liait Tradex à la FOMAC est arrivé à terme parce que la MISCA reprenait le travail que la FOMAC était en train de faire. Et on a fait savoir à Tradex qu'il y aura, bien entendu, une normalité du recrutement des nouveaux fournisseurs. Donc, pendant que Tradex attend, il découvre plutôt que le contrat a été... C'est-à-dire que Total est même en train de servir la MISCA. Alors, comment on peut qualifier ça? C'est une supercherie ou bien... C'est effectivement la supercherie. Donc, le contrat a été signé sous la table, à l'insu de Tradex qui attendait plutôt qu'une commission se retrouve pour qu'on mette sur la table le choix du meilleur fournisseur. Voilà qui est bien dit et j'espère qu'on nous suit un peu partout en Europe et que le président français nous suit parce que ce contrat, selon vos dires et selon les informations, a été signé sous la table. Un téléspectateur qui nous attend depuis là du Gabon. Bonsoir et bienvenue. Oui. Allô? Oui, je peux parler? Oui, allez-y. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Il est parti. Alors, Patrick Sapak, vous chutez rapidement. Oui, je voudrais dire que l'Union africaine, qui en principe coiffe la MISCA, a manqué son devoir de protection des droits des entreprises. Il est important que quelque chose qui se passe sur le territoire africain, que les entreprises africaines aient une certaine prépondérance. Mais on ne peut pas comprendre que non seulement la MISCA, c'est Total qui approvisionne, l'opération Sangaris, c'est la même entreprise. Donc c'est à ce niveau qu'il y a une injustice. Donc ici, je ne suis pas dans les stratégies de Tradex, mais j'estime que... Il y a d'abord une injustice parce qu'il y a une corruption en contrat qui est soulignée sur la table. Je suis persuadé que Tradex est en train de réclamer qu'on lui restitue au moins la possibilité d'approvisionner du carburant à la MISCA et que Total reste avec l'opération Sangaris. Il est vrai, dans les enquêtes que j'ai pu mener aujourd'hui, quelqu'un m'a dit c'est parce que les Français estiment être le principal apporteur de fonds dans ces opérations qu'ils ont voulu arracher le marché. Mais c'est injuste. Ça montre davantage aux Africains que les Français sont là pour tout arracher et que les Africains ne doivent absolument pas avoir droit au chapitre. Merci. Et je signale à la régie de s'accorder les violons là-bas dans les informations et dans la prise des appels. Patrick Sapak, on se trouve là pratiquement
pas seulement dans une injustice, mais dans des marchés flous qui, curieusement, doivent respecter les standards et les canons internationaux. Bien, il faut évidemment le respect des règles de libre concurrence, comme l'évoquait tout à l'heure Silénou. Mais je dis qu'il faut arrêter de faire ce cirque. Hein. La Centrafrique est en train de souffrir aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours précisé que la mission Sangaris était différente de celle de la MISCA. La MISCA est attelée parce que ce sont les Africains qui sont là-bas. Vous comprenez? Et donc, c'est une mission militaire. Et la FOMAC a exercé, j'ai dit que ça a été pour les services de Tradex des prestations irréprochables. Jusqu'à ce que cette résolution 21-27 des Nations Unies demandée par la France vienne transformer cette FOMAC-là en MISCA qui allait être contrôlée par la France. Et donc... oui, Patrick, on va prendre M. Alain du Cameroun et là la régie est revenue à une meilleure position. M. Alain du Cameroun, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Allez-y, vous êtes à Ok, l'antenne. merci de me passer la parole pour ce sujet. Il faut dire que c'est des problèmes qui sont récurrents sur le continent africain. Vous avez les multinationales européennes, les